Les échanges vont s'articuler autour de 4 grands points. L'adresse à la nation du président du Faso sur la situation sécuritaire, la réponse à la CEDEAO, la libération du président Kaboré, ainsi que la création du PPS d'Abdoulaye Mossé. Les invités à ce débat sont Marcel Tankwano, il est le président du M21. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Nous disons également bonsoir à Rasmane Kientega qui représente à ces échanges l'Union d'action syndicale. Bonsoir madame. Et aussi bonsoir à Ousmane Paré, journaliste. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le décor est donc campé, fidèles téléspectateurs. La situation sécuritaire était au cœur du message du président du Faso le 1er avril. Je le cite, « Jamais nous ne trahirons la cause pour laquelle nous nous sommes engagés. Il est absolument nécessaire au cours de ces 2 mois écoulés d'asseoir un minimum de cohérence interne de l'administration centrale. » La question elle est pour Marcel Tankwano. Comment est-ce que vous avez accueilli ce message? Merci. Nous avons assisté à ce message presque dans la joie, parce que le message est venu après nous, où il y a des inquiétudes au sein des Burkinabés qui pensent que ceux qui ont pris le pouvoir ne réagissent pas ou ne sont pas sur le terrain, alors que les espoirs sont nombreux. Donc, le discours de Paul-Henri Sandaogo Damiba, nous l'apprécions à sa juste valeur, qui vient nous rassurer, nous, Burkinabés, que c'est une guerre qui nous a été imposée et qu'il faut... Le président de la transition, le lieu... Et qu'il faut qu'on gagne cette guerre. Il y a au sein des populations burkinabées, il y en a qui pensent que, en fait, nous ne sommes pas en guerre, il y en a qui pensent que nous sommes en guerre. C'est cela. Et Damiba, en prenant le pouvoir le 24 janvier, ils ont eu le temps de voir, de regarder, d'écouter les Burkinabés. Vous avez vu ces 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup d'attaques et nous avons également enregistré malheureusement des morts. Il est sorti là en tant que chef pour dire nous avons pris le pouvoir. Nous n'avons pas le droit de faillir, de trahir. Parce que pour nous, c'est comme si c'est le dernier rempart. Si l'armée venait à échouer, madame, nous en tant que civils, en tant que population, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Parce qu'il remplace quelqu'un qui a pris le pouvoir depuis plus de 56 ans et finalement qui n'a pas pu régler cette question donc d'insécurité dans nos pays. Donc, ce discours de M. Damiba montre que pour gagner cette guerre, il faut d'abord qu'il y ait l'union, qu'on soit unis. On l'a toujours dit, seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Donc, il a dit également, il a dit d'ici 5 mois, on aura le temps au moins d'évaluer son premier bilan à mi-parcours. Il a également dit que forcément il faut mettre des comités locaux pour le dialogue devant aboutir à une paix. Alors nous allons revenir sur ce point précis au dialogue. Donc, pour nous, nous disons que le discours de Paul-Henri Sandaogo Damiba rassure. On sent quand même que nous reconnaissons quand même que c'est un chef de guerre. Alors, Rasmane Kientega, à la date du 29 mars, l'UAS a fait une déclaration dans laquelle elle s'inquiétait de la montée en puissance des groupes armés terroristes. Est-ce que le message du président du Faso vous rassure, comme Marcel Tankwano? Je ne vais pas parler avec le même enthousiasme que nos débatteurs. Je voudrais tout simplement faire observer que le message donc, de l'UAS était au regard d'un constat, qui est que comparativement à l'engagement que le MPSR avait pris pour prendre le pouvoir, je pense que ça a été clairement dit que c'est par rapport à la question sécuritaire. Et comme ils sont dans l'opérationnel, ils devraient pouvoir apporter des solutions.
mais nous avons tout simplement constaté que la situation a continué à se dégrader. Et il y a eu pas mal de questions, il y a eu pas mal de tueries dans ce laps de temps-là. Il était quand même important pour nous de rappeler qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments. Les populations sont en train de souffrir. Le nombre de déplacés internes a grimpé, augmenté de près de 4%. Donc, il est quand même important pour une organisation comme DAS de monter au créneau et de rappeler aux nouvelles autorités que si le coup d'État a été à la limite accepté par toutes les populations, c'est parce qu'il y avait des fortes attentes et qu'en principe, il devrait pouvoir encadrer ça. Le président du Faso a clairement dit que les 2 mois ont permis de mettre en place la machine institutionnelle qui était également très importante et qu'ils ne se sont pas détournés de leur objectif principal qui est la sécurité. Le fondamental ici, je pense que comme nous sommes tous au Burkina, que les choses se déroulent, de toute façon, le souhait du BAS, c'est que le gouvernement réussisse. Voilà, maintenant, les faits, en tout cas le discours qui a été livré, c'est vrai, c'est un discours d'un chef d'État qui certainement ressemble à du déjà vu. Hein. Ce n'est pas nouveau ce type de discours. Mais la réalité, c'est au niveau des faits. Au niveau des faits que, effectivement, on peut pouvoir juger. Comme on va rentrer dans les détails sur un certain nombre de points qui ont été relevés par le chef de l'État, on pourra certainement revenir. Mais pour nous, ce qui est du discours, de toute façon, le mouvement syndical ne peut pas se fier à un discours. Voilà, le discours, en tout cas, ne nous rassure pas, dans la mesure où, quand vous suivez le discours là, et au regard, en comparaison, hein, quand on pense que c'est des chefs de guerre, comme lui, je prête son mot, il a dit que c'est un chef de guerre, mais je crois que c'est un chef de guerre avec ce discours, avec le plan qui est proposé. Bon, on pense que c'est pas vraiment nouveau. Mais comme effectivement on est tous au Burkina et que ça va se passer devant nous, on pourra effectivement observer. Dans tous les cas, il y a un certain nombre d'éléments, comme on va revenir là-dessus, sur les questions de liberté qui ont été relevées dans le discours là. Ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles on pourra certainement revenir dans le débat. Mais nous y tenons en tant qu'organisation syndicale. Bien sûr que nous allons parler de ces 5 mesures qui ont été annoncées par le président de la transition dans son adresse à la nation le 1er avril. La première mesure concerne la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix qui seront chargés d'approcher les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation pour notamment échanger. Alors, Ousmane Paré, comment est-ce que vous accueillez cette information, le gouvernement qui décide de négocier finalement avec les groupes armés? Et avant de venir spécifiquement à cette question, permettez-moi justement d'aborder quelques éléments de forme par rapport à ce discours. Je crois que M. Kintigal disait, c'est présent, on a affaire à un chef militaire, on est dans un contexte de guerre. Je crois que c'est une dimension qui a beaucoup manqué dans ce discours justement du chef de l'État. Le discours, pour tous les spécialistes du discours, les analystes du discours, c'est un spectacle avant tout. Et le discours n'est pas juste une déclaration qu'on vient faire, mais un objectif qui est recherché, c'est justement d'aboutir d'abord. L'idée principale de ce discours, c'est de mobiliser les populations autour justement du gouvernement, mais ça a manqué dans la manière de faire. Et l'autre objectif aussi, c'est justement d'amener les populations à savoir qu'on est dans une situation qui est grave, la gravité de la situation. Mais dans le ton, dans la gestuelle, dans la manière de dire le discours, dans les mots qui sont choisis, on ne ressent pas tout à fait cette gravité de la situation. Pourtant, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut montrer tout simplement qu'on est dans une situation grave. Parce que quand il met en garde, par exemple, les gens contre les manifestations qui peuvent à mobiliser les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation extrêmement grave. Vous dites aux gens, par exemple, de quitter les localités parce qu'il y aura des actions qui seront menées bientôt, mais on ne sent pas justement jusqu'à quel point nous sommes, en fait, on est proche de la guerre, la situation est très grave, on ne le sent pas. Comment est-ce qu'on mobilise justement toute la population autour justement de ce combat qui sera mené? On ne le sent pas encore au niveau du discours. Donc, pour terminer, par rapport à ces éléments de précision, encore une fois, ailleurs, un discours, ça se prépare sur des jours. Vous avez vu que ça a été annoncé d'abord pour 20 heures, après on a décalé, etc., etc. Ça manque du sérieux dans les discours, ça ne se fait pas. Pour une telle situation, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé il n'y a pas longtemps. Et après, on dit que le chef de l'État veut parler il y avait une délégation de la CEDEAO notamment, on s'est dit, ah non, c'est très grave, donc on se mobilise, on attend, et après c'est un retard. Et par la suite, dans la manière, donc dans le contenu, déjà, ça, ce sont des éléments qui peuvent... On peut peut-être relever ces 5 mesures qui ont tout à fait, je suis tout à fait d'accord, mais même les mots qui ont été choisis justement pour le dire, je me dis qu'on aurait pu
améliorer. Pour terminer rapidement, un discours, comme je le disais, ça se prépare sur des jours. C'est une occasion, c'est un moment solennel et que les gens doivent se mobiliser justement pour cela. Ce n'est pas 2-3 personnes qui pondent juste un écrit et puis on dit, il y a toute une équipe qui est mobilisée justement pour préparer le chef de l'État à dire justement, mais si ça a été le cas, c'est que ce n'est pas suffisant. Maintenant, par rapport justement à la question que vous posez, la question de la négociation, je crois que ce n'est pas aujourd'hui que ça a été posé sur la table. À chaque occasion, on le dit, ce n'est pas seulement sur le plan militaire qu'on peut gagner cette guerre. Il faut obligatoirement, à un certain moment, qu'il y ait des négociations. Maintenant, la question principale, c'est avec qui on négocie. Étant donné que les acteurs sur le terrain, ils sont multiples et ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions. On a assisté à plusieurs reprises à des guerres, à des combats fratricides entre les groupes terroristes, qui ne poursuivent pas du tout les mêmes objectifs. Et on sait aussi qu'il y a des groupes criminels qui se sont adjoints justement à ces groupes terroristes-là. Donc, c'est de savoir d'abord avec qui on négocie, sans oublier le fait que négocier avec un groupe, c'est aussi déclarer la guerre à un autre groupe. Parce qu'une fois que vous décidez de discuter avec tel groupe, ça veut dire que l'autre groupe aussi va se mobiliser davantage pour vous compliquer le travail sur le terrain. Ça, c'est un élément. L'autre élément qu'on peut ajouter, c'est qui seront les intermédiaires donc, dans ces négociations avec ces groupes terroristes. Déjà, je vais du postulat que Damiba lui-même, c'est un spécialiste de la question. Il est rompu donc aux questions de négociation avec les terroristes, ça, au regard des responsabilités qu'il a occupées par le passé donc, dans l'armée. Mais pour dire que le choix justement de ces acteurs aussi peut poser d'autres problèmes, parce qu'on a vu des situations. L'exemple banal que j'aime apprendre, c'est le cas au Nigeria. On se rappelle tous du décès tragique du chef d'état-major général de l'armée donc de Buhari, et les dessous de cette affaire, on dit tout simplement que c'est une négociation qui avait mal tourné, parce qu'il y a une partie justement des sous qui devaient revenir à des groupes terroristes qui a été détournée. Ils se sont vengés, ils savent exactement tout ce qui se passe. Si vous donnez 100 millions pour un groupe terroriste et qu'à l'arrivée, ils ont 60 millions, ils sauront qui a détourné et ils sauront comment justement se comporter. L'autre élément aussi, c'est que les négociations ne peuvent pas se faire sur la base purement de l'argent. Voilà, si c'est de l'argent à un certain moment, quelle que soit la situation, ce sera d'avoir un butin de guerre. Donc pour eux, ils vont prendre ça pour s'armer, pour chercher encore davantage. Et il y a beaucoup de surenchérie. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont survenir. Je sais qu'ils le savent concrètement, c'est juste qu'ils sont des erreurs justement à ne pas commettre davantage. Et pour négocier, il faut avoir une ascendance sur l'ennemi, parce que si vous n'êtes pas en situation de force, naturellement, c'est vous qui allez concéder beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des paramètres. Mais pour moi, le plus important, ça doit se jouer à un autre niveau. On parle de dialogue, on sait que le terrorisme a une dimension aussi bien ethnique que religieuse. Et malheureusement, on n'ose pas en parler. Ça, c'est un phénomène qu'il faut regarder de près. Si on arrive à regarder ce phénomène de près, on saura quel discours justement tenir, comment essayer justement de tarir les sources de mobilisation justement des groupes terroristes découragés. Il y a plusieurs enjeux, mais seulement qu'on retienne que si on négocie mal, et ça va mal aussi se passer. Tout de suite, vous me rappeliez cet écrit de Dr Zakaria Soré par rapport à l'exemple de Thiou. Voilà, on a vu le maire de Thiou était sorti, il a dit qu'ils avaient des négociations. On a vu l'évolution de la situation. On a vu aussi les négociations sur Roch Kaboré qui ont permis justement de tenir les élections. La suite, on la connaît. Alors, Marcel Tankwano, faut-il négocier et dans quelles conditions? Vous savez, nous sommes à un tournant très grave. Le pays, une guerre depuis 6 ans sans solution. L'ancien régime nous avait habitués en disant on va négocier, mais on négocie avec qui? N'était-ce pas plutôt on ne négocie pas avec l'ennemi? Par contre, vous savez, aujourd'hui, il faut développer ce qu'on appelle peut-être l'intelligence de la guerre. Et Damiba l'a dit dans un de ses discours où il a dit que ce n'est pas les canons, ce n'est pas les armes, ce n'est pas les kalash. Ça ne peut pas suffire. La guerre aujourd'hui au Burkina Faso, ce n'est pas que des gens qui viennent de l'extérieur. C'est même entre nous. Ça également, c'est pas nouveau, Marcel Tankwano. Il y a eu un plan de déradicalisation qui est en cours de conception. Ça a été annoncé à l'Assemblée nationale sous l'ancien régime. Je suis d'accord avec vous. Mais cette guerre que vous voyez, par exemple, quand vous prenez au nord, prenez le nord, le Sahel, la région de l'Est, vous vous rendez compte qu'en réalité, nos frères sont à l'intérieur. Il y a parfois même des femmes à l'intérieur. Nous avons des enfants utilisés à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Dans la région de l'Est, il y a moins d'une semaine, on a pris un jeune que tout le monde connaît, qui était vigile
à une banque de la place à Diapaka, par exemple, il y a moins d'une semaine, et qui a été pris dans cette affaire de terrorisme, alors que le jeune était reconnu comme un vigile à Diapaka-Ville. Vous voyez, par exemple, c'est difficile. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où c'est entre nous. On avait demandé, l'ancien régime avait dit qu'il demandait la contribution, la collaboration de la population, au sein des populations. On a démarré par ça. Ça n'a pas marché parce que ceux-mêmes qui étaient capables de donner les informations ont été tués. Et justement, est-ce que ce entre nous va nous permettre, être un atout pour aller au dialogue? Oui, mais parce que si d'abord, vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas ensemble, comment comprendre où aller vers une telle guerre comme ça? Vous voyez, c'est très important. C'est vrai que les gens négligent, les gens qui disent non, ils viennent d'arriver, il y a 1 mois, 2 mois. Est-ce qu'on peut même détruire sa maison qu'on a construite en 2 mois? Détruire aujourd'hui la construire en 2 mois. Ce n'est pas possible. Donc pour nous aujourd'hui, il faut d'abord qu'on accepte déjà que nous sommes en guerre et que la situation est tellement grave. Vous voyez? Donc, on ne doit pas être là à douter ou à dire non, on ne peut plus rien faire. Non. Je l'ai dit ici, si je ne le souhaite pas, si jamais l'armée burkinabé recule, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit par exemple également. Répondez à ma question. Oui. Dans quelles conditions faut-il négocier avec les groupes armés? Mais vous savez, j'ai dit il faut développer ce qu'on appelle l'intelligence de la guerre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement, comme M. Barré l'a dit ici, quand on est en position de faiblesse, on ne peut pas négocier. On négocie quand on est fort. On est d'accord avec ça. Maintenant, comment on négocie? Mais ce n'est pas sur un plateau aussi qu'on peut tout dire. D'accord? Même si vous amenez des militaires ici, ils vous diront jamais comment on doit le faire. D'accord? On ne vous le dira pas. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes là pour dire ce qui peut être. Mais on ne peut pas dire exactement ce qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, nous sommes parlé de quelque chose de très important. Damiba que vous voyez, il a fait presque toutes les régions du Burkina, en tout cas là où il y a des problèmes. Il a fait la région de l'Est, il a fait le Nord, il a fait le Sahel, il a fait le Centre-Nord. Donc pour nous aujourd'hui, comme il a dit, il ne doit pas faillir. Parce que la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que ceux qui ne sont plus à la maison retournent chez eux. Merci Marcel Tankouanou. Nous allons poursuivre dans le débat avec une autre mesure qui a été annoncée. Rasmané Kientega, celle de la restriction des manifestations à caractère politique et associatif. Alors comment est-ce que vous avez accueilli cela? Comme une menace? Notre première rencontre le 27 janvier avec le chef de la jeune à l'époque, le chef de l'État, cette question, nous avons été clairs avec vous. Nous sommes des organisations syndicales. Nous sommes en guerre, c'est vrai, mais je me demande pourquoi on fait la guerre. La guerre, la crise sécuritaire et les libertés sont liées. Le peuple burkinabé se bat pour sa liberté. Et ça, c'est des questions très importantes. S'il n'y a pas de liberté d'expression, si on fait une restriction des libertés, ce n'est pas évident, comme on l'appelle. Encore qu'il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les gens manifestent? Il faut qu'on se dise clairement les choses. Le Burkina, nous avons des questions sécuritaires. Il y a aussi d'autres questions. Aujourd'hui, si vous partez dans les zones, disons, on va même dire aujourd'hui des zones de concentration des déplacés, vous vous rendrez compte qu'ils ont encore, en plus du fait d'avoir fui les localités, ils ont d'autres préoccupations. Il y a des zones où les gens cherchent l'eau pour boire. Le bidon d'eau de 20 litres s'achète à 1000 francs. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a des questions réelles de vie chère qui se posent. Effectivement, si on pense que c'est la restriction des libertés qui peut permettre de régler la crise, je suis convaincu que c'était ça qui était la solution. L'ancien régime l'aurait réglé. Puisque pratiquement depuis 2019, il n'y a pas cette sorte de restriction des libertés qu'on n'a pas vu au Burkina. C'est-à-dire de l'interdiction des manifestations, de la répression des manifestations, jusqu'à la coupure de l'Internet. Nous avons vécu tout ça au Burkina. Mais ça n'a pas empêché que la situation s'empire et qu'aujourd'hui on s'est retrouvé dans une situation d'état d'exception. Donc c'est assez clair, il faut faire très attention sur ces questions-là. Les Burkinabés tiennent à leur liberté. Et moi je pense que la bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens manifestent
Parce que dès lors qu'on résout la cause, on aurait résolu une bonne partie des préoccupations. Mais si on pense que c'est l'interdiction de manifester qui va permettre de régler la question, ce n'est pas évident. Et dans tous les cas, nous pensons très honnêtement que si on pense qu'on veut suivre l'état des droits a des règles, que nous sommes obligés, malheureusement, tous, de respecter l'état des droits pour y avancer. Voilà, moi je pense que c'est comme ça que nous conservons la chose. Le mouvement syndical ne manifeste pas juste pour manifester, mais les organisations manifestent quand il y a des difficultés. Et moi j'estime que quand il y a ce genre de difficultés-là, si on est prêt à aller négocier avec l'ennemi, je ne sais pas pourquoi nous qui ne sommes pas encore des ennemis, qui peuvent être des partenaires, pourquoi on ne peut pas discuter et qu'on va passer par la manière forte pour restreindre les libertés, alors qu'on dit qu'il faut mettre des comités pour aller discuter avec des gens qui ne se sentent pas dans la République. Je pense que c'est important. Est-ce que le justificatif donné ne tient pas? Le justificatif donné ne peut pas tenir. Voilà, le justification donné n'est pas tenu parce que depuis 2 mois, on n'a pas expérimenté le terrain. Depuis 2 mois, il n'y a pratiquement pas eu de manifestation, en tout cas hostile à la jeune. Il n'y a pas eu de revendications comme ça qui ont été posées. Et vous le savez. Et donc, on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est ça qui est la solution. Pendant qu'il n'y a même pas de manifestation, on commence par dire qu'on va restreindre les libertés, alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je vous ai dit que l'ancien régime, il y a eu des couvre-feux. Il y a des zones du Burkina qui sont sous couvre-feu depuis pratiquement 4 à 5 ans. Mais ces zones-là sont les zones les plus risquées. Vous voyez, donc, il faut bien analyser la question et proposer des solutions qui sied. Sinon, aujourd'hui, en 2 mois, il n'y a pas eu de manifestation hostile, je dis bien, au régime. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est la restriction des libertés qui peut être une solution. Alors qu'aujourd'hui, le champ de bataille, je suis convaincu que ce n'est pas forcément là où les gens manifestent. Voilà, donc c'est important de le rappeler. Il a donc été décidé de restreindre les libertés, les manifestations à caractère politique et associatif dans le but de ne pas perturber l'ordre public et de ne pas également mobiliser les forces de sécurité qui pourraient être déployées sur d'autres zones. Est-ce que le justificatif ne tient pas justement? Ça, en fait, ça me met beaucoup mal à l'aise parce que tel que dit dans le discours, j'ai dit en fait, il s'expose pour rien, absolument rien. Parce que soit vous avez des informations qui prouvent qu'il y a des gens justement qui veulent vous perturber, vous nommez les choses. Et tout est clair, au lieu d'être vague et de se créer inutilement des ennemis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas en disant aux gens de ne pas faire qu'ils ne vont pas faire. Tant que les conditions seront réunies pour que les gens manifestent, les gens vont manifester. Par contre, si vous vous souvenez, lors de la rencontre, le président a été clair, par exemple, vis-à-vis des hommes politiques. Il leur a demandé d'éviter tout activisme politique qui peut perturber la transition. Les gens ont bien perçu le message. Ils avaient peur. Les gens se sont casés, personne ne parlait. Jusqu'à ce qu'il y ait des manifestations de soutien au MPSR. Et jusqu'à ce qu'il y ait des mouvements, les gens se sont dit, ah ben, si on peut eux les soutenir, nous aussi on va sortir des bois. Ça a été la première grosse erreur justement du MPSR. Voilà pourquoi en son temps, lorsqu'il y a eu appel à manifester pour soutenir, je me disais non, le MPSR devrait interdire cette manifestation pour que ce soit une belle leçon pour tous les autres. Si ça avait été fait, je ne vois pas, même la sortie du MPP là, je suis sûr que le MPP n'allait pas faire de manifestation. Le message a été, le discours c'était le samedi. Et le dimanche, il y avait un parti qui devrait se créer. Je m'attendais à ce que juste après, qu'on annonce justement que le meeting qui était prévu pour la création de ce parti-là est interdit. Si ça avait été fait, les gens sauraient par exemple que, ah, attention, les gars ne sont pas là pour s'amuser. Maintenant, si après le discours du président, on a pu créer un parti, quelle activité on ne peut pas mener? Quelle activité politique on ne peut pas mener? Et vous vous souvenez justement lorsque le président du MPP a été interpellé, le MPP dans une déclaration a demandé à ce que le pouvoir soit clair par rapport à l'activisme politique débordant. Mais on n'a pas eu de précision. Je pense qu'il faut être clair par rapport à un certain nombre d'éléments. Nous sommes en contexte de guerre. Lorsque la guerre se mène, on sait que ça peut entraîner donc des privations de liberté qui sont aussi prévues par la loi. Je pense que dans ce contexte, il suffit tout simplement d'appliquer la loi comme il se doit. Si on dit par exemple qu'on est aujourd'hui en guerre et qu'avec tout ce que cela peut imposer comme restriction des libertés et autres, les gens vont se plier. Si les gens voient effectivement que en fait, cette privation de liberté contribue à la lutte contre l'insécurité. Maintenant, si vous dites aux gens de ne pas manifester et que les gens ne voient absolument rien sur le terrain, je crois que ça ne pourra pas empêcher justement ces manifestations. Et n'oubliez pas
que le pouvoir aujourd'hui, dans tous ses discours, doit avoir le MPP comme un miroir, en glace. Donc, doit se regarder dans la glace MPP. Parce que les MPP aussi avaient, comment dirais-je, appelé à des restrictions. Et on se souvient du premier discours du président. Quand il a pris le pouvoir, il s'est référé justement au mécontentement de la population, aux manifestations qui avaient été interdites. Donc, je crois qu'il faut tenir compte absolument de ce contexte-là. Pour moi, ça ne se dit pas. Ce sont des choses qu'on doit vivre sur le terrain. Et en même temps, il y a une notion importante que je crois que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, critiquer le pouvoir, par exemple, parce que quand on parle de liberté de manifestation, ça peut aussi d'une manière ou d'une autre concerner la liberté de presse et d'expression. On ne critique pas parce qu'on est contre. Moi, il y a des choses que je ressens au fond de moi, qui peuvent être partagées par des milliers de Burkinabés. Taire ne veut pas dire que j'accepte ce qui se passe. Mais à force de me taire, à un certain moment, ça peut exploser. Pour ne pas que ça explose, je préfère l'exprimer. Pour que les décideurs puissent tenir compte aussi de cette autre opinion. Ah non, on est en train de faire ceci, mais notre manière de faire ne plaît peut-être pas à tout le monde. La conséquence, ça doit être quoi? Si on est ce qu'on est en train de faire, si c'est le juste, qu'on trouve des mécanismes pour expliquer justement à ceux qui ne sont pas d'accord pourquoi on doit faire ce qu'on est en train de faire. Donc l'objectif, c'est de les amener, c'est de les convaincre justement de la justesse de nos actions. S'ils sont convaincus, ils vous suivent. Merci Ousmane Paré. Marcel Tankouanou, on aimerait bien vous entendre sur ce cas-ci. Non, vous qui êtes une OSC. C'est simple, hein, je suis d'accord avec ce que Ousmane a dit. Vous savez, je l'ai toujours dit, c'est aussi ça, notre pays. Vous voyez, ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu faire la répression, par exemple. Ils ont fait un coup de canon, le jour du coup, vous avez vu, la population vaca, ses occupations, il n'y avait pas de problème. Mais s'ils avaient dû sur le ton, comme ce que Ousmane Paré vient de demander, mais c'est encore vous, les journalistes, ou nous autres, beaucoup allaient sortir encore pour dire, bon, ils sont venus, au lieu d'aller sur le terrain, c'est nous autres là qu'ils attaquent, c'est nous autres là qu'ils interdisent de mener les activités. C'est aussi ça. Mais je pense que la restriction de ces manifestations, en fait, politiques et associatives. Voilà, moi je comprends que la semaine dernière, c'était pas facile. Vous avez assisté à plusieurs conférences de presse, ou même je crois qu'il y a une conférence de presse où c'est une alliance d'Inko et autres là qui sont sortis demander la libération du président Roch Marc Christian Kaboré sans délai. Si ça ne se passait pas ainsi, il devrait avoir un bain de sang. Ça a été dit. Et il y a également la conférence de presse du MPP où ils ont dit des choses. À mon avis, c'était pas le moment. Mais comme il a dit, ils ont voulu tout faire, ils ont accepté. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, permettez que des gens disent ce qu'ils veulent. C'est tout de même un état de droit où la liberté d'expression est autorisée. On est d'accord, on est d'accord. Mais vous savez, c'est aussi ça le problème de l'Afrique. Même chez les Blancs, ceux qui nous ont enseigné la démocratie, là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous savez que même, je n'ai pas dit, je ne souhaite pas qu'on coupe même l'Internet. Quand vous voyagez, vous allez dans certains pays, là, ce n'est pas ouvert comme ça. Mais ici, quand on dit un mot, les gens s'agrippent. Et puis on veut montrer ce qu'on a appris à l'école. On dit non, nous sommes dans un pays... C'était comme ça sous Roch. Oui, mais je suis d'accord, Vous avez vu là où ça l'a amené, non? Donc moi je vais dire tout simplement que ce qu'il a dit, en fait, c'est pas pour interdire. Mais je pense que c'est au niveau politique et associatif. Parce qu'aujourd'hui, pendant que la mission première, c'est de libérer notre pays de nos ennemis. C'est ça qui est la mission première. Même quand on dit la restauration, la sauvegarde et autres, là, d'abord il faut sauver le Burkina Faso. Alors, à vous entendre, Marcel Tankouanou, sous le président Kaboré, il n'était pas admissible ces restrictions, mais sous le MPSR, on peut le tolérer. Mais non, je vais dire tout simplement, il a dit quelque chose de très important. Moi-même, je l'ai dit. Vous êtes arrivé, vous avez pris un pouvoir, gérer le pouvoir. Il faut assumer. Quand on prend un pouvoir, quand les militaires prennent le pouvoir, ils assument. Ils assument. Quand j'ai fait un clin d'œil, par exemple, au Mali et en Guinée, nous avons fait un tour. En fait, le militaire, il faut assumer. Mais là, ils ont voulu faire ça autrement. Et c'est ça qui amène, vous voyez, c'est difficile en ce moment parce qu'on ne peut plus sanctionner Paul parce que Pierre n'a pas été sanctionné. Nous sommes dans ça. Mais dans le discours de Damiba, quand je regarde, c'est juste pour dire aux gens, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est ceux-là qui nous attaquent. Mais entre nous, politiquement, il faut vous ranger. Et même les ESC, il faut vous ranger, nous permettre, nous autres là, de monter au créneau, d'être sur le terrain, de combattre les gens.
Donc, ceux qui pensent que c'est pour juste les opinions, l'Internet et autres, ce n'est pas ça. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Pour moi, le message est très clair. Nous sommes en guerre, il nous faut les moyens de la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Marcel Tankwano. Nous allons évoluer sur un autre point de ce débat qui porte sur la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, c'est aussi l'un des points évoqués par l'UAS dans sa déclaration. À en croire le porte-parole du gouvernement, à la date du 31 mars dernier, lors de sa conférence de presse, des échanges sont en cours, initiés depuis bientôt 3 semaines pour que on aboutisse à une résidence familiale du choix de l'ancien président du Faso afin de garantir toute sa sécurité. Est-ce que cela répond à votre inquiétude? Ok, avant de répondre à cette question, il faut me permettre quand même de dire que, ça s'il faut restituer, c'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des actions, des conférences de presse des deux côtés. Parce qu'il y a eu aussi des conférences de presse qui ont demandé qu'on frappe d'indignité politique ceux qui ont travaillé dans l'ancien régime. Voilà, donc ça aussi ça a été dit. Donc je pense que c'est en ce moment que je suis d'accord avec Paris qu'effectivement, si on veut, effectivement, pas faire du 2 poids 2 mesures. Soit vous êtes d'accord qu'il y a la liberté de l'expression, ou vous n'êtes pas d'accord. Mais nous, on n'est même pas dans cette logique. Nous sommes dans une logique où, quand on dit qu'on est dans un état de droit, l'état de droit a des exigences, a des principes, il faut les respecter. Voilà, parce que jusqu'à présent, on ne nous a jamais démontré que c'est parce qu'il y a la liberté de l'expression qu'il y a effectivement le terrorisme. Personne n'a fait ce parallèle-là jusqu'à aujourd'hui, donc on ne peut pas accepter cela. Effectivement, dans notre message, ce qui a été dit, quand on évoque le cas de Roch-Marc Christian Kaboré, on évoque le cas de Bala Sakandé, ce n'est pas pour dire que c'est des personnes qui sont saintes, mais nous évoquons ces cas pour dire que si on a des choses à les reprocher, il faut le dire au peuple. Il faut le dire au peuple. Et à partir de ce moment-là, l'arrestation suit des règles. Si des gens ont fait des choses contraires à la loi, si on veut les arrêter, il y a un procureur. Parce que jusqu'à présent, la Constitution a été rétablie de toute façon. Donc ce sont ces règles-là que nous demandons qu'on respecte. Nous ne sommes pas une organisation à géométrie variable. Dans tous les cas, vous connaissez l'unité d'action syndicale. Vous savez quel rapport nous avons eu avec le régime passé. Mais aujourd'hui, là, nous avons été constants. Et ça a été comme ça. Et quand je prends un passé récent, depuis sous la transition de 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous avons été constants dans nos actions. Nous défendons les libertés individuelles et collectives, quelle que soit la personne. Maintenant, si on a des raisons, il faut les expliquer au peuple. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que si les militaires échouent, on est mort. Non. Les militaires sont une partie de notre peuple. Et c'est le peuple qui est plus fort. Faisons en sorte que le peuple soit plus fort. Si c'est une France du peuple qui est fort, on est mal barré. C'est pourquoi je crois que notre peuple a les ressources pour défendre sa liberté. On doit pouvoir le faire. Tout ce que nous avons besoin là, c'est qu'on puisse, effectivement nous sommes en guerre, il faut le dire clairement, mais nous sommes dans une guerre civile réactionnaire aujourd'hui. Voilà, il faut que les gens soient clairs et le disent. Donc vous maintenez la libération sans condition du président? Non, je vous dis que ce n'est pas une exigence. Nous avons dit que si les gens ont des choses contre M. Roch-Marc Christian Kaboré, qu'il explique à notre peuple et qu'il respecte les règles. Parce qu'il fallait déjà expliquer pourquoi c'est lui seul qu'on a retenu. C'était quand même un système. Voilà, des gens sont libres, ils créent des partis politiques. Voilà. Est-ce que c'est lui seul qui était le problème du Burkina Faso? Si tel est le cas, qu'on explique les charges. Parce que moi, nous, on estime qu'il a droit quand même l'assassin là, il a quand même droit à un procès équitable. Voilà. Alors, des gens ont assumé des coups d'État dans ce pays, mais ils ont été jugés. Maintenant, quand vous détenez quelqu'un depuis 2 mois, vous ne dites même pas quelles sont les charges qui sont retenues contre la personne. Et aujourd'hui, bon, on commence à dire non, on va lui trouver une résidence. Ce n'est pas ce que le peuple veut. Le peuple ne dit pas que l'ancien régime, là, ils sont tous blancs. Le peuple dit, et de toute façon, les gens ont des choses à reprocher à ceux qui ont géré le pouvoir pendant ces 6 ans-là. Mais les gens veulent qu'on nous dise pourquoi telle personne est poursuivie. Si vous n'avez rien contre eux, il faut les libérer. C'est ça. Ousmane Paris. Non, pour moi, ça met beaucoup
mal à l'aise qu'on se crée inutilement des problèmes. Vous avez vu toute la pression de la CEDEAO. Je crois que inutilement, on peut prendre des sanctions pour une telle situation parce que logiquement, on ne peut pas expliquer pourquoi il est détenu. Les militaires peuvent avoir des raisons, mais en fait, on ne peut pas gérer justement un pays comme ça. Parce que je te reproche quelque chose, donc il y a des institutions qui sont là pour ça. Si pendant peut-être la période où il a été arrêté, il y a eu le coup d'État, ou bien par rapport à la gestion de la crise sécuritaire, il y a des choses qui lui sont reprochées, qu'on aille devant le procureur et qu'on puisse intenter justement une procédure contre lui. À défaut de cela, il n'y a aucune raison justement de restreindre ses libertés. De toute façon, ce qu'on sait officiellement, il a gagné les élections, il était en train de gérer le pays comme il pouvait, ce n'était pas du tout satisfaisant. Mais voilà, en dehors de cela, s'il y a des choses qu'on lui reproche, qu'on le dise à la population. Autrement, ça dit que nous tous, moi, demain, on peut venir m'arrêter et voilà, m'enfermer et quelque part. Et puis, bon, tranquillement, tout le monde va continuer à circuler et puis voilà, ça ne concerne personne. Et demain, ça peut être Y, ça peut être d'autres personnes. C'est ce qui ne doit pas se passer. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une dent contre Roch Kaboré et puis on est content parce que c'est lui. Mais qu'on se pose la question, qu'on se dise que demain, ça peut être quelqu'un d'entre nous. Pourquoi on doit être détenu dans ces conditions sans qu'on puisse nous laisser? Vous avez vu les explications du porte-parole du gouvernement, pas du tout convaincantes. C'est la question sécuritaire qui a été avancée. C'est pour sa sécurité. Oui, voilà. Mais pour sa sécurité, je ne pense pas que le président est plus en insécurité à Ouagadougou que Bala Sakandé, que Moussé. Justement, c'est la même situation. Maintenant, si vous pensez effectivement que c'est la situation, expliquez-le clairement. Il y a eu beaucoup de voix qui sont levées justement pour demander sa libération. Dites à ces personnes justement ce qui peut arriver. De toute façon, c'est un ancien chef d'État. Pourquoi la sécurité qu'il a là où il est, il ne peut pas avoir cette sécurité-là chez lui? Pourquoi les gens ne peuvent pas lui rendre visite? Pourquoi même pour sa famille, il y a des restrictions? Tout ça sont des questions qu'il faudra se poser. Encore une fois, il faut que les dirigeants comprennent que ça ne sert à rien de se faire inutilement des ennemis. On a un ennemi, nos ennemis, ce sont les terroristes et ça ne sert à rien parce que ça pose même un problème de crédibilité des dirigeants. Aujourd'hui, dans l'opinion, les gens se disent certainement que le président Kaboré détient des secrets et ils ne veulent pas le libérer parce que quand il sera libre, il peut dévoiler, il peut déballer ces éléments-là. Donc ça crée des suspicions inutilement. Si ce n'est pas ça, c'est vous qui perdez en termes de popularité au sein de la population, ce qui va entraver vos actions sur le terrain. Libérez-le. S'il y a quelque chose que vous lui reprochez, la justice est là, que la justice fasse son travail et puis on continue. Peut-être que Marcel Tankwano a un avis contraire. Non, moi j'ai une autre vision. Hein. Vous savez, en fait, c'est aussi ça le problème. Les gens ne savent pas ce qui pourrait peser sur le président Roch Christian Kaboré. Le président Roch Christian Kaboré, l'ancien président Roch Christian Kaboré, il n'est pas Ousmane Paris, il n'est pas Marcel Tankwano, il n'est pas. C'est le président du Burkina Faso. Il a pris le pouvoir et il a mis sa main sur la Constitution. Il a prêté serment. Dans son serment, il a dit: je prends l'engagement aujourd'hui de protéger les Burkinabés et leurs biens. Après 56 ans, nous sommes à 3000 morts. C'est le président qui est responsable de ces morts. Ce n'est ni lui, ce n'est ni moi. Mais quelqu'un a été élu sur qui on comptait. Donc c'est le président Kaboré qui est responsable de ces morts, selon vous? Écoutez, le premier de Burkina, c'est d'abord... Non, écoutez, mais qui est le président du Burkina Faso en ce moment-là, au moment où il y a des morts? C'est le président du Faso, c'est le président Roch Christian Kaboré. Pourquoi les gens gravitent autour pour dire non, il faut le libérer? Donc, il n'est pas en prison. C'est pour cela qu'on l'a arrêté. Écoutez, permettez qu'il poursuive, allez-y. Le président Roch, il n'est pas en prison. Il a une résidence surveillée. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est pour sa sécurité qu'on le maintient. C'est quand même il y a eu des restrictions autour de cette résidence surveillée. C'est une forme de prison. Mais ce qu'il demande, il ne peut pas l'avoir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il ne peut pas l'avoir? Vous savez, je vais vous dire, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire. Non, moi, ça me dérange parce que savoir. C'est naïf, c'est très naïf quand les gens s'asseyent pour dire il faut le libérer. C'est d'abord lui-même sa propre sécurité. La vieille qui a Kikideni et celle qui est à Tunis et autres là, qui pensent que c'est l'échec de la gouvernance politique qui a fait qu'eux, ils ont perdu leurs enfants. Et pensez-vous que cette vieille puisse avoir accès au président Kaboré pour lui faire du mal? Qui sait? Qui sait? Mais c'est ça, j'ai dit. C'est ça.
Beaucoup demandent qu'on le libère, s'il n'y a plus rien. Mais écoutez, qui est responsable de cette situation? Nous avons plus de 3000 écoles fermées. Écoutez, qui était responsable? C'est le président Macky Sall Kaboré. Mais si on fait le parallélisme, écoutez bien, le président Damiba, le temps qu'il a géré, Ousmane Paré. Écoutez bien, parce que les gens ne se rendent pas compte. Moi, je ne suis pas là pour venir, je ne parle pas sur les plateaux pour faire plaisir à quelqu'un. Je vous dis, moi, Marcel Tankono, nous avons fait des manifestations. On nous a pris. Et quand on nous a pris, qu'est-ce qu'on nous a fait? Alors, on nous a amenés dans les prisons. Marcel Mais moi, j'ai dit, la situation du président Macky Sall Kaboré, là, il faut faire très attention. Parce que même ceux de son camp, aujourd'hui, qui s'agit, qui demandent sa libération, je vous dis, si ces messieurs demandent à rencontrer le président Macky Sall Kaboré, il ne va pas le recevoir. Pourquoi? Parce que par moment, ils n'ont pas pu lui dire la vérité. Et donc, ils l'ont aidé dans sa façon de gérer parce qu'ils avaient des sous à gagner. Alors, pour moi, aujourd'hui, la question, la libération du président Macky Sall Kaboré n'est pas une priorité nationale. D'accord? Marcel Tankwano, cette question. Oui, la priorité numéro 1, c'est comment on reprend notre territoire. Nous avons perdu notre territoire, c'est qui? C'était sous lui. Aujourd'hui, nous avons combien de drapeaux qui flottaient? C'est tout Roch Macky Sall Kaboré. Mais comment les gens peuvent penser que c'est aussi facile? Alors, Marcel Tankwano, permettez que je pose cette question pour revenir à la question évoquée par mon confrère Ousmane Paré qui dit que sous le MPSR, il y a également eu des morts. Est-ce que vous voulez dire qu'au soir de la fin de la transition, Damiba devra également répondre pour ces morts? Parce qu'il est le responsable, selon vous. J'ai compris. Il vient d'arriver. Est-ce que vous comprenez? Non, faut pas le faire parce que vous, les gens de l'UAS, ne condamnez pas pour condamner. Dans la dynamique, ça dit que vous, là où il y a du blanc, vous voyez du noir. Il faut que vous arrêtiez ça. Non, moi je vous dis ça. Je dis ça clairement. Puisque vous... Depuis, je prends même un exemple, depuis que Bassoma est rentré au gouvernement, ça pose un problème à votre niveau. Non, on ne peut pas voir du noir où il y a du blanc. Mais je vais tout simplement dire que les militaires sont... Moi, c'est pas parce que je les défends, je ne les défends pas. Mais j'ai dit, il faut qu'on soit unis. Mais si on ne les accompagne pas... Vos propos les défendent. Oui, mais on fait quoi? Aujourd'hui, nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Monsieur Paré parle. Nous sommes à Ouaga. Moi, je viens d'une région où il est quasiment impossible, par exemple, il y a 2 mois, il y a 1 mois, de rejoindre d'un village à un autre. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faut comprendre qu'il y a des gens... Merci Marcel Tankwano. Alors la question, elle est à l'UAS qui doit également réagir sur les propos que vous avez tenus. Je crois que ces propos-là sont assez graves. Il faut éviter ça. Voilà, il faut éviter ce type de propos qui enflamment pour rien. Nous sommes dans un état de droit, j'insiste. Nous sommes dans un état de droit et l'état de droit a des règles que tout le monde doit respecter. Et je peux aussi vous dire que personne n'est contre quelqu'un ici. Ce qu'on dit là, Ousmane Paré l'a bien relevé. Justement, si le régime du MPP avait écouté tout le monde, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Mais justement, eux aussi ils ont choisi des camps. Il y avait des mauvais, il y avait des gens qu'on traitait de voir du noir partout. L'UAS faisait partie de ceux qu'on traitait. Mais quand pendant 30 ans, 50 ans, 60 ans, des gens sont constants dans leur manière d'apprécier l'actualité nationale, on doit pouvoir les respecter. L'unité d'action syndicale fait partie des structures qui sont restées constantes dans leur position sur un certain nombre de questions. Et ces questions-là, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas parce que... Non, il ne faut pas me couper. Parce que je ne vous ai pas coupé. 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 Vous me laissez finir, vous aurez la parole. Parce qu'il y a des ratés à leur niveau. Il faut qu'on le dise. Alors, monsieur Kientega, vous avez la parole. Allez-y. Vous avez fini. Allez-y. Ok. Non, vous avez dit ce qui est des contre-vérités, donc je vous le remets. Permettez qu'il poursuive. Même quand vous prenez le cas de 2014, mais 2014 n'est pas descendu du ciel. 2014, là, c'est la fin. C'est justement cette manière d'apprécier qui a fait que le MPP est venu en février et puis ils ont pris le pouvoir en octobre. C'est cette manière de penser que 2014 s'est préparé en 2014 que ça a été comme ça. Parce que des gens ont dit qu'ils ont décrété l'insurrection. Ce qui est faux. C'est l'éducation de notre peuple là. Ce n'est pas en une journée on le fait. Mais quand je dis des gens ont eu des positions constantes depuis le départ, l'UAS a eu des positions constantes. Mais ne demandez pas à l'UAS de venir prendre un pouvoir. Tous ceux qui ont fait l'appréciation en pensant que l'UAS est manipulé par des politiciens cachés dans l'ombre là, ils ont fait fausse route. L'unité d'action syndicale, si vous dites en 2014, pourquoi l'unité d'action syndicale n'est pas venue rejoindre l'opposition pour manifester? Mais on va vous dire, les militants de l'UAS ont manifesté. Mais l'UAS en tant qu'organisation syndicale, ce n'est pas son rôle. Et ça c'est clair.
Mais quand je dis la constance dans l'action, nous sommes restés constants. Et nous avons défendu un certain nombre de principes. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État là, c'est aussi l'UAS qui était sur le terrain. Certains OSC ont disparu. Mais je voudrais dire que nous sommes restés constants. Nous ne parlons pas aujourd'hui parce que c'est Damiba ou quelqu'un d'autre qui est au pouvoir. Nous parlons aujourd'hui parce que nous avons un certain nombre de valeurs à défendre. Il y a des gens qui nous ont réprimés dans ce pays-là. Mais quand ils ont été arrêtés, nous avons été les premiers à les soutenir. Parce que ça fait partie de nos principes. Et ça, on doit nous reconnaître cela. C'est bien noté. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Permettez que nous abordons le volet CEDEAO. Aucune fixation ne doit être faite sur la date retenue pour la transition parce qu'elle pourrait être revisée en fonction de la situation sécuritaire si elle venait à s'améliorer au cours des mois à venir. Alors, Ousmane Paré. Je crois que la CEDEAO elle-même, elle est prise dans son propre piège. Hein. C'est depuis les sanctions du Mali. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Burkina a essayé de trouver en tout cas le bon mécanisme, faire valider sa transition par la société civile, par l'ensemble de ce qu'on appelait les forces vives, etc. On pensait que ça allait nous mettre à l'abri des sanctions de la CEDEAO. Mais c'est que la CEDEAO se rend compte qu'elle a déjà sanctionné le Mali. Ne pas sanctionner le Burkina, c'est faire du 2 poids, 2 mesures. Je crois que c'est un peu dans cette situation difficile que se trouve la CEDEAO. Donc, il nous appartient peut-être d'abord de se préparer à ces sanctions, à d'éventuelles sanctions, et en même temps à trouver des mécanismes, parce que dans les relations internationales, ça existe toujours, hein, de trouver des leviers peut-être au niveau des chefs d'État de la CEDEAO qui pourraient nous comprendre, qui pourraient peut-être peser pour minimiser un peu ces sanctions. C'est là, je disais tantôt, la libération de Roch Kaboré, du président Kaboré, donc, fait partie des gages de sécurité qu'on donne. La CEDEAO l'a demandé à plusieurs reprises. Si vous n'avez rien à lui reprocher, vous avez une justice qui est indépendante, soit vous le remettez à la justice, soit vous le libérez, pour montrer justement à la CEDEAO que vous n'êtes pas là pour réprimer inutilement justement la population, et même les menaces justement qui étaient dans le discours. Tout ça pour moi, ça participe de ces éléments-là. Rassurer tout simplement que les libertés seront garanties. Vous êtes là pour la sécurité. En off, dans les coulisses, peut-être il y a 36 mois qui ont été arrêtés par les forces vives. Vous pouvez faire comprendre que c'est difficile de revenir là-dessus, mais vous donnez peut-être un autre délai justement à la CEDEAO en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Autrement, pour moi, on profite justement pour avoir une avance sur la CEDEAO. Vous dites, nous on a besoin de telle période pour lutter contre l'insécurité. Maintenant, si vous voulez qu'on réduise les délais, ils ont parlé de, je crois, c'est maximum 18 mois, un truc comme ça. Donc, on accepte les 18 mois, mais à condition que la CEDEAO se mobilise autour du Burkina. Est-ce que vous jugez que la réponse du président Damiba est assez vague? Tout à très vague, mais je crois que puisqu'il y a des négociations qui sont toujours en cours, je m'attends à ce que dans une déclaration, dans une note officielle, moi je m'attends à ce que le Burkina demande par exemple la contribution claire de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme, à travers la mobilisation des soldats qui vont venir peut-être, je ne sais pas, soit à travers le financement. La condition pour un retour à l'ordre normal, à l'ordre constitutionnel normal, c'est la tenue d'élections. Donc que la CEDEAO aussi se constitue en tout cas, et essaie de s'organiser pour essayer de nous assurer cela. On peut leur poser ça comme condition. Si ça s'est réuni, nous on laisse le pouvoir. Mais si vous n'êtes pas capable de nous aider à sortir justement de notre crise, accepter naturellement qu'on puisse justement être dans cette situation. Mais en même temps, je ne voudrais pas aussi occulter l'erreur que bon, en son temps, c'était le MPSS, c'est vrai que c'est dissous maintenant. Le comité technique avait fait une très belle proposition. Je pense encore aujourd'hui que si on s'en était tenu aux recommandations du comité technique, peut-être qu'on ne serait pas là. En tout cas, la CEDEAO n'allait pas nous menacer les 2 ans et demi. Parce que c'est un travail du comité de relation. Maintenant, ce qui revient, c'est que les gens disent que c'est le MPSA qui est passé après pour mobiliser des OSC, pour demander les 36 mois. Donc, ça fait qu'on est dans une situation un peu difficile. Personne n'arrive à faire la différence entre les militaires qui veulent régler un problème purement, un problème en partie militaire, et des militaires qui ont des intentions politiques. C'est ce qui met un peu mal à l'aise. Avec les menaces sur les partis politiques, il s'ouvrait que ces partis politiques-là, s'ils ont les moyens, puissent actionner aussi au niveau de la CEDEAO pour qu'il y ait des sanctions. Et c'est normal, alors qu'on n'a pas intérêt justement à être sanctionné. Alors, Marcel Tankwano, un mot sur l'attitude des autorités en place vis-à-vis de la CEDEAO. Bon, d'abord, moi, c'est le format actuel de la CEDEAO qui me pose un problème. J'ai dit ce machin-là est dépassé.
En fait, depuis sa création en 1975, si je ne m'abuse, hein, le 28 mai 1975, je crois, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas, en tant que population, au peuple là, on ne saisit pas, on ne sait pas qu'est-ce que la CEDEAO fait pour les peuples africains. On ne voit la CEDEAO que lorsque un président d'un pays a un problème. Quand les peuples souffrent dans des situations, la CEDEAO ne vient pas. Je n'ai jamais vu la souffrance que nous sommes en train d'endurer. Je ne vois pas une délégation de la CEDEAO qui vient au Burkina pour comprendre la souffrance de ce peuple-là. Non. Nous l'avons vu en Guinée. Nous l'avons vu au Mali. C'est quand un président quitte son fauteuil autrement que la CEDEAO vient et elle pose des conditions. Dans tous les cas, pour moi-même, c'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect parce que les 36 mois au moins là, c'est à l'issue des assises nationales que le MPSR a eu. Donc, pour nous, il n'est pas question de revenir sur ça. Nous avons dit, nous avons des problèmes. Les problèmes sont connus. Si la CEDEAO vient pour accompagner le peuple de Burkina Faso, nous allons applaudir. Mais si la CEDEAO vient pour dire ce n'est pas possible, voilà la situation. Il parle même qu'il va arriver à un moment donné que dans des pays comme le Burkina, qu'on les prenne dans une voiture, les amène vers Djibouti ou vers Tambalbourg pour qu'ils comprennent la réalité. Parce que finalement, ces gens ne comprennent pas. Ils sont dans des maisons IP avec des frais de mission colossales comme ça, et puis ils ne comprennent pas quand ils viennent. Le problème du Burkina Faso, ce n'est pas une élection. Nous, Burkinabés, nous voulons sauver notre pays. Mais comment on fait? Donc on vient nous imposer, dire non, libérer le président Roch Marc Christian Kaboré dans des conditions, il faut revenir sur 18 mois. Ce n'est pas ça la priorité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes en insécurité alimentaire aujourd'hui. Le Burkina est membre de cette organisation sous-régionale. On n'est pas obligé. Nous ne sommes pas obligés. Oui, écoutez, madame. De son mode d'organisation. Je vous dis tout simplement que depuis sa création en 1975, en 1975, il y avait des pays. Si la CEDEAO n'existait pas aujourd'hui, les pays vont continuer de fonctionner. Si ça ne nous arrange pas, ben, on n'a pas le choix. Parce que maintenant, regardez... ce luxe pour un pays enclavé comme le Burkina. Il faut laisser enclaver. Il y a des pays qui n'ont pas ce que nous avons, mais qui survivent. Vous savez, c'est aussi ça quand on dit la CEDEAO, on a l'impression que c'est pour nous égorger. Merci, allez rapidement. Je termine en disant que, dans tous les cas, je ne vois pas les sanctions que la CEDEAO peut nous imposer. Nous, aujourd'hui, Burkinabé, là, que nous n'avons pas vécu. Nous sommes en train d'assister à des gens mourir. Nous n'avons plus à manger. Donc tout ça, je ne vois pas quelle est la sanction qu'on peut nous imposer aujourd'hui que nous n'avons pas encore vu. Rasmané qui est égal. Bon, je pense qu'il ne faut pas parler à la place donc, du gouvernement. Je pense que c'est le gouvernement qui, de toute façon, le président est le seul qui peut décider de ces questions-là, quitter la CEDEAO ou pas. En tout cas, nous faisons des appréciations pour dire qu'effectivement la CEDEAO à faire des condamnations de principe, et je pense aussi que ce sont ces textes. Mais pour nous autres UAS, ce que nous constatons seulement, c'est de dire que c'est vraiment l'intervention dans les affaires intérieures des pays qui cause un problème. Voilà, c'est vrai, c'est une institution dont nous sommes membres, mais intervenir directement dans les affaires intérieures des pays là, si la CEDEAO ne fait pas attention, de plus en plus ça va descrire ces structures-là. C'est d'autant plus que effectivement, comme pour une fois, on est d'accord que quand les... Non, je dis laissez-moi finir. Je dis pour une fois on est d'accord parce que lorsqu'il y a des questions, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des questions de vie chère, les populations dans ces zones-là sont vraiment, c'est des conditions de vie très difficiles, mais quand c'est comme ça, on ne sent pas que il y a une organisation sous-régionale qui devrait faire de la solidarité. Vous savez que jusqu'aujourd'hui encore, malgré que la Covid-19 est presque derrière nous, il y a des pays qui ont refusé d'ouvrir les frontières. Malgré que le Burkina a ouvert, il y a des pays qui ont refusé d'ouvrir, mais qui sont aussi membres de la CEDEAO. Merci, voilà, merci à vous, merci à Marcel Tankwano, aussi merci à Ousmane Paré. Nous sommes au terme de cette première partie de votre émission 100% Info. La suite, c'est avec la rubrique « Ils ont dit ». Condition d'un engagement total de tous autour de l'essentiel qui est de recouvrer l'intégrité de notre territoire, en plus des mesures déjà en cours, j'ai décidé, premièrement, de la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Deuxièmement,
de l'interdiction formelle aux populations civiles de résider ou de mener des activités dans certaines zones d'opération militaire. Troisièmement, de la restriction des manifestations à caractère politique ou associatif de nature à perturber l'ordre public ou à mobiliser des forces de sécurité dont la contribution serait plus opportune au front. Quatrièmement, du démarrage effectif de l'opération des audits dans l'administration publique et dans les sociétés d'État. Les travaux d'audit ont d'ailleurs commencé ce jour, 1er avril 2022. Et enfin, de l'organisation d'une journée de prière pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Mes chers compatriotes, il n'est dans l'intérêt de personne de restreindre volontairement les libertés chèrement acquises par notre peuple. Certaines mesures déjà édictées et d'autres à venir susciteront probablement des grincements de dents. Mais c'est le prix à payer pour sortir notre pays de l'ornière. C'est notre devoir, et le devoir du gouvernement justement, c'est d'assurer au président Roch Marc Christian Kaboré une sécurité pleine et entière. Nous avons entendu dans les médias certaines personnes, en tout cas, citer des conditions de détention de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. Malheureusement, c'est souvent des personnes qui n'ont pas accès au président Roch Marc Christian Kaboré et donc qui sont très mal placées pour avoir une appréciation exacte des conditions de détention du président Roch Marc Christian Kaboré. Parfois, dans la dictée des chapelets, dans l'égrenage du chapelet de conditions drastiques qui est cité, il y a parfois de la surenchère. J'aimerais vous rassurer que le président Roch Marc Christian Kaboré, depuis qu'il est en sécurité, a reçu des visites, y compris de notables et de certaines personnalités au Burkina, y compris de certains membres du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Ce qui nous dicte notre action, c'est vraiment le terrain, c'est vraiment l'opérationnel et c'est le contexte. Le coup d'État de 2022, il n'y a pas eu une chasse aux sorcières. Dès les premiers tirs, le samedi 23, à 1h, 2h du matin, autour de 10h, 11h, nous sommes allés au camp Sangoulé d'Amzana, où moi-même j'ai pris la parole, un micro, et j'ai demandé aux gens ce qui se passe, c'est entre nous. Et si ça devrait continuer comme ça, nous ne voulons pas voir des jeunes agresser un individu ou même attaquer le domicile de quelqu'un. Quand on a fini, c'était ça, on a fini là-bas, nous nous sommes repliés à la place de la Révolution où je suis monté sur la selle d'une moto pour prendre la parole pour dire non, nous n'allons plus reproduire les erreurs de 2014. Nous ne voulons pas voir des attaques ciblées ou des domiciles. Non, c'était un coup d'État. Ils savent pourquoi ils ont fait le coup d'État. Si le coup d'État est consommé, il reviendra à ceux qui ont fait le coup d'État de procéder à cela. Donc, vous voyez, en dehors du 23, 24, 25, 26, 27, où il y en a qui ont pu ressortir les têtes du bois, n'ont plus peur, et on commençait même à insulter les membres du MPCR. C'est des insultes voilées. C'est des insultes voilées. On voit même leurs manigances aujourd'hui qui disent, mais ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? 2 mois, ils sont là, dites-nous ce qu'ils ont fait. Mais ceux qui parlent ainsi ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans.